Eh bien, rapidement, bonjour à toutes et à tous. On est nombreux et nombreux inscrits et puis par ailleurs déjà connectés. Bienvenue dans cet espace de réflexion et de collaboration numérique. C'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui sur la conférence du CRAGEP Occitanie dédiée au numérique. C'est la troisième et dernière conférence de l'année. Vous savez qu'on a pris un peu cette habitude de proposer des espaces de débat et de réflexion autour d'enjeux qu'on a identifiés comme étant importants à poser collectivement ou de priorités qu'on souhaite co-porter fortement, en tout cas les 28 organisations qui sont membres du CRAGEP. Donc cette année, la première a porté sur la question des droits culturels, la seconde sur les questions des alliances entre nos organisations et les pouvoirs publics. Et puis, c'est la troisième, du coup, qui s'ouvre sur le numérique et l'éducation au numérique. Merci au CRIJ pour son implication dans ce projet commun. On en a parlé, on y arrive quelque part. C'est un peu des éléments qu'on a souhaité mettre en place depuis quelques mois. Merci à la Dragesse, représentée par Stéphane ici, pour son soutien, sa contribution aux travaux. Merci aux intervenantes et aux intervenants mobilisés à la fois sur les espaces plutôt conférences et à la fois sur les espaces plutôt ateliers. Et puis, merci aux participantes et aux participants de nous rejoindre pour ce temps de partage. Et puis enfin, merci à Marianne, pardon, pour le travail de préparation, d'anticipation et puis d'animation, qui fait qu'aujourd'hui, on peut être là tous et toutes connectés autour d'un objet commun. Alors, certains, certaines parlent en ce moment de période charnière. Je ne sais pas si c'est le cas, et puis je ne sais pas non plus combien de périodes charnières on peut compter dans notre histoire. Euh, mais toujours est-il que il y a quand même une forme de révolution numérique qui vient impacter profondément nos modes de vie, nos interactions sociales, aussi nos logiques économiques, hein, par ailleurs. Et cette rencontre, c'est l'occasion de discuter du sens et des objectifs qui guident notre engagement collectif en matière de numérique, que ce soit en termes d'accessibilité, en termes de facilitation et ou en termes d'éducation. Et la liste n'est certainement pas exhaustive. L'objet de cette conférence, c'est de chercher à comprendre comment cette révolution technologique, elle peut être exploitée au service de l'ensemble des composantes de la société et d'examiner ensemble les opportunités qu'elle offre, tout en restant vigilante et vigilant face aux défis émergents. On est sur des enjeux multiples hein, qui vont de la nécessité d'assurer une inclusion numérique pour toutes et tous à, si on va exactement à l'autre bout de la chaîne, les questions de protection de vie privée dans un monde de plus en plus connecté. On a été quelques-uns à s'interpeller, à croiser des éléments, mais il y a un enjeu aussi à réfléchir aux implications éthiques de l'intelligence artificielle et puis à trouver des moyens pour atténuer les inégalités qui découlent de la numérisation rapide de notre société. Donc voilà, on espère voir émerger de cette conférence des idées novatrices, des solutions collaboratives pour un développement numérique soutenable et éthique, et puis une plus forte action d'éducation au numérique auprès des plus jeunes, mais pas que, parce que là, ça dépasse largement la question des tranches d'âge. Et voilà, j'en ferai pas plus. Je vous invite à participer activement aux discussions dans les ateliers, à utiliser le chat pour poser des questions sur le temps plutôt conférence, à partager des perspectives, des idées pour un avenir numérique qui soit à la fois émancipateur et à la fois respectueux des personnes. Je nous souhaite à toutes et à tous une conférence riche et puis en capacité d'ouvrir des perspectives pour la suite en région. Alors bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je souhaite excuser l'absence de Pascal Etienne, directeur régional, qui est très contraint, un agenda très contraint en cette fin d'année, enfin comme beaucoup d'entre nous, mais voilà, chacun ayant
des priorités, on va dire, qu'il ne peut pas contredire. Il aurait souhaité être là, je le sais, ainsi que Nicolas Raymond, chef de pôle du service, enfin chef de pôle, c'était un pôle jeunesse, engagement et vie associative de la Dragesse, qui est lui-même malheureusement en déplacement et dans le train et tentera d'écouter à distance, mais ne peut malheureusement pas participer à cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, donc, il me revient de dire quelques mots au nom de la Dragesse. Alors, je n'aurais pas la prétention d'avoir le propos aussi peut-être affûté que le leur. Néanmoins, je pense que on a fait un gros travail préparatoire pour à la fois la thématique de cette conférence régionale, mais l'architecture générale du partenariat, autant avec le CRAGEP qu'avec le CRIGE sur ces questions. Donc, la Dragée s'accompagne, ces deux structures qui regroupent en fait des intentions qui nous sont chères, qui sont même le cœur de du sens de l'action publique à notre niveau, soit sur l'éducation populaire, soit sur l'information jeunesse. On est à la charnière sur ces questions à la fois de l'éducation, mais de l'accompagnement à l'initiative ou à l'engagement, à l'émancipation. Donc, ce sont des choses auxquelles on est très sensible et pour lesquelles on est satisfait de pouvoir travailler en partenariat avec des structures comme les vôtres. Et à ce sujet, donc, des conventions pluriannuelles nous permettent de soutenir des actions comme celle d'aujourd'hui. Alors, c'est la troisième conférence portée par le CRAGEP cette année, et c'est important de le souligner. Il y en a eu deux autres préalablement. La première sur l'action culturelle, et le droit à l'accès à la culture. La seconde sur la question précisément de l'éducation populaire et de la relation comment dire, au modèle économique lié à l'ensemble des actions portées par ce réseau. Et aujourd'hui, sur l'éducation numérique ou le numérique éducatif, numérique citoyen, voilà, on est dans à nouveau une thématique tout à fait centrale par rapport à notre directive d'orientation nationale et pour laquelle on souhaite que ce séminaire, enfin cette rencontre, puisse se poursuivre sur le terrain ultérieurement, c'est-à-dire fasse germer éventuellement des initiatives, la constitution de réseaux nouveaux, de la mise en réseau, donc, mais sur les thématiques qui sont présentées ou déclinées dans les ateliers. Et voilà, donc nous souhaitons une bonne conférence à tout le monde, sachant que pour conclure juste cette introduction, la Dragesse est très impliquée sur le suivi du numérique éducatif, c'est depuis 2020 en gros, où à la fois dans le cadre de la formation des agents, l'accompagnement des acteurs et la mobilisation des ressources. Voilà, on souhaite vraiment être au soutien de vos initiatives. Voilà, merci à tous et donc à tout à l'heure, enfin, pour les ateliers et après l'intervention à laquelle je suis très friand de guetter l'oreille. Voilà, merci. Je vois beaucoup de noms connus donc autour de cette visio. Hein, je commençais d'abord par effectivement vous remercier à la fois toute l'équipe du CRAGEP et Anne-Flora et Marianne pour tout ce travail, ainsi que l'équipe de la Dragesse avec qui on travaille de manière très étroite et particulièrement Estelle et Stéphane, merci pour cette opportunité de travailler ensemble sur ce sujet, sujet sur lequel l'équipe du CRIJ est aussi très impliquée. Alors, il y a les deux Pierre, hein, Pierre Guillaumard à Montpellier, Pierre Catou qui viennent nous rejoindre là à Toulouse. Mais aussi d'autres collègues qui travaillent comme Mélissa sur les promeneurs du net en Haute-Garonne, que certains d'entre vous connaissent, ou Marion qui travaille sur le territoire numérique éducatif côté Hérault. Tout à l'heure, j'aurais pu citer beaucoup de noms dans le réseau, et entre autres Laure, hein, qui fait partie du groupe aussi, avec qui on travaille là, de Radio Clapas. Voilà, bon, juste
quelques mots très très rapides sur l'enjeu et sur ce qu'est l'information jeunesse aujourd'hui, parce que nous avons évolué, nous avons changé, le nouveau concept d'information jeunesse est, on l'espère, en phase avec des enjeux du moment. Et on n'est plus uniquement une structure mettant à disposition de l'information. Aujourd'hui, l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est justement comment cette information est utilisée par les jeunes et comment cette information, finalement, et le réseau et les conseillers en information accompagnent les jeunes à utiliser cette information pour documenter leur prise de décision, puisque tout au long de la vie de jeune, entre guillemets, hein, depuis la fin du collège jusqu'à l'âge adulte, les jeunes sont en train de prendre des décisions qui impactent leur vie entière et donc leur avenir. Et donc effectivement, la qualité de la prise d'information est importante et surtout la qualité de l'analyse de l'information pour pouvoir effectivement prendre les meilleures décisions de manière autonome, mais relative à chacun ce qu'il est, hein, à ses propres problématiques, envies, projets, etc. Donc il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit des décisions, mais au contraire d'être dans une logique d'émancipation et de prise d'autonomie. Alors ça, ce travail-là, effectivement, ça a nécessité de transformer complètement le réseau et en particulier de former tous les informateurs jeunesse de les former justement pour être dans une logique éducative. Et dans cette logique éducative, le numérique est omniprésent, hein. On utilise aussi bien les outils, les supports, les contenus, justement le média, entre guillemets, les médias qui sont maintenant numériques. Et cette question-là du numérique, on ne peut pas la traiter sans parler d'éducation, sans parler de cet acte finalement d'analyse et de traitement de l'information. Et donc cet enjeu éducatif pour nous, il est extrêmement important et on va s'attacher beaucoup plus à ça, au travail éducatif qu'à la technique en elle-même, même si effectivement la technique fait partie des contenus à posséder, des connaissances à avoir. Alors, l'enjeu pour nous tous, hein, et je trouve que c'est une excellente initiative, et c'est pour ça que collectivement, on a vraiment souhaité participer avec vous à cette réflexion-là, c'est déjà de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, parce qu'effectivement, la technologie évolue très très vite, et cette technologie, elle amène, hein, comme tous les outils façonnent la pensée, elle amène un certain nombre de nouveautés, et aujourd'hui, il est important de comprendre aussi comment ça marche, et éventuellement d'être dans des logiques d'anticipation, et je pense que Pierre, tout à l'heure, vous parlera d'intelligence artificielle, mais même si c'est un vieux concept, aujourd'hui, il y a des développements nouveaux qui en font effectivement, qui ont un impact sur tout le monde. C'est comprendre également les usages, parce que c'est pas le tout d'avoir la technologie, c'est aussi ce que le collectif, la société en fait. Et effectivement, là, en particulier les jeunes, hein, ont été novateurs dans ces usages, et ils le sont encore toujours. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi de regarder, de comprendre comment fonctionnent les usages. Là-dessus, il y a vraiment à se pencher aussi sur les pratiques du quotidien. Et puis le dernier élément aussi, c'est s'adapter. Pour nous, nous tous, s'adapter, ça veut dire aussi être audible dans cet environnement. Ça veut dire être aussi être attractif, parce que effectivement, il y a une multitude comment dire, d'offres, hein, et il faut apparaître quand même dans cet environnement. Et puis surtout, il faut être utile, hein, et c'est cette logique-là qui est importante. Donc, pour nous, l'enjeu autour de ce numérique éducatif, en tout cas du numérique et de l'information, c'est aussi de former les générations futures par rapport aux enjeux qui se présentent devant nous et de garder le cap d'une société parce que c'est quand même pas comment dire acquis pour toujours d'une société qui reste démocratique dans
dans son fonctionnement, qui reste solidaire, parce que cette question-là est aussi importante, et qui permet à chacun de disposer du libre arbitre. Et on voit qu'au travers du numérique, les questions de manipulation, manipulation des opinions, manipulation de l'information, etc., sont quand même largement à l'œuvre. Il faut que notre société tout entière reste avisée face aux enjeux de ce siècle enfin, voilà, qui a bien démarré depuis maintenant presque un quart. Des enjeux qui sont, je dirais, planétaires, et le numérique est aujourd'hui sans frontières. Donc, on a vraiment intérêt à travailler là-dessus. Alors, je pense qu'ensemble, modestement, hein, on peut encore et toujours apporter un certain nombre de choses. Notre expérience, bien évidemment, dans les politiques publiques, je crois que c'est important aussi d'avoir une parole politique au sens noble du terme dans ce domaine-là, et enrichir la société que nous sommes tous ensemble, c'est-à-dire des acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation non formelle en tout cas, et que nous avons énormément de choses à apporter. Alors voilà, je voulais pas être plus long, mais vous dire, partager ces mots, et laisser la place aux intervenants, parce que c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Jocelyn Lachance, donc, est maître de conférence HDR en sociologie à l'Université de Pau et membre du laboratoire CNRS PRI, se présentera peut-être plus en détail en début de son intervention. Et il interviendra donc sur la question des pratiques numériques des jeunes aujourd'hui. Quels enjeux éducatifs, comment accompagner ces pratiques, comment mettre en œuvre la cybercitoyenneté numérique. Et voilà, je vais le laisser se présenter peut-être plus en détail son intervention. Je vous laisse la parole, Monsieur Lachance. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, je suis enseignant-chercheur et puis mon travail, pour moi, n'a pas de sens sans ce genre d'échange qu'on va avoir aujourd'hui, puisque l'objectif, depuis déjà longtemps, c'est de travailler à partir de la parole des jeunes, c'est-à-dire qu'on réalise des entretiens semi-directifs, et on s'intéresse à quelque chose d'assez simple finalement. On s'intéresse au sens que les jeunes ados vont donner à leur comportement. Et au fil des années, on a réalisé évidemment beaucoup de recherches, dont sur le numérique. Mais pour vous situer un peu, depuis plusieurs années, on s'est intéressé aux conduites à risque des jeunes, à la mise en scène du corps sur Internet, aux réseaux sociaux, à la connexion entre les parents et les enfants, car je pense que tous les auditeurs aujourd'hui le savent, le fait d'avoir mis des smartphones dans les mains des enfants ont changé significativement les relations entre les générations. Et on s'est intéressé à différents sujets, et plus récemment l'engagement. Et actuellement, je lis des entretiens sur les inquiétudes, c'est-à-dire les inquiétudes chez les jeunes. Qu'est-ce qui leur font vraiment peur? Est-ce que c'est toujours leur peur de l'avenir professionnel, personnel, réchauffement climatique, géopolitique ou autre? Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à qu'est-ce que ça veut dire grandir au 21e siècle dans un contexte, comme vous le savez, de grande incertitude. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous restituer ce que je vois depuis déjà maintenant plus d'une dizaine d'années sur l'évolution des technologies de l'information et de la communication, du rapport aux ados, et surtout à ce qui me semble important de réfléchir ensemble pour avoir un meilleur accompagnement. Comme vous le savez, les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui font partie du quotidien. Mais il y a des choses encore, des éléments qui ressortent et qui sont toujours, à mon avis, du moins, très interrogeants. Et je vais insister pour commencer sur ces éléments. Le premier, c'est vous remarquerez que bien souvent, on s'intéresse beaucoup aux conséquences des usages et beaucoup moins aux origines. C'est-à-dire que, prenons un exemple qui est actuellement remis sur la table dans l'éducation nationale, la question du harcèlement. Donc, très bien, on s'intéresse à la question du harcèlement, mais lorsqu'on regarde le questionnaire qui a été proposé, on pose des questions sur qu'est-ce que les jeunes vivent et quelles sont les conséquences. Or, les questions sur l'origine du phénomène, sur pourquoi il y a du harcèlement, restent encore un peu dans l'ombre.
Et très, très souvent, lorsque je parle avec des parents, avec des intervenants encore sociaux, on va souvent mettre l'accent beaucoup sur les conséquences et donc les risques, mais sans nécessairement connaître l'origine. Et ça, c'est assez questionnant puisque, comme vous le savez, la prévention ne fonctionne pas simplement en rappelant les risques, mais bien en connaissant pourquoi finalement ces jeunes vont avoir telle ou telle pratique. Première observation. La deuxième observation, qui est corrélée un peu à la première, c'est qu'on voit de plus en plus des écarts d'interprétation entre ce que les jeunes vivent, le sens qu'ils mettent derrière leur comportement et leurs pratiques numériques, et d'un autre côté, les interprétations que les adultes en font. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais vous donner un exemple très, très concret que j'aime beaucoup. Il y a quelques années, je suis en entretien avec une jeune, une adolescente, qui a à peu près 15-16 ans au moment où je la rencontre. Et puis, je lui pose cette question. Je lui demande tout simplement, as-tu déjà pris un risque avec un selfie? As-tu déjà pris un risque avec un selfie? Et là, elle me regarde avec les yeux pétillants. Il me dit, ah oui, 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 j'ai déjà pris un risque avec un selfie. Et là, à partir de ce moment, la machine à interprétation se met en route et je me mets à imaginer la réponse qu'elle va me donner par la suite. Oui, 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 j'ai pris un risque avec un selfie. Et probablement qu'en ce moment, chacun, devant vos écrans respectifs, vous avez, vous aussi, votre hypothèse, vous avez aussi la suite de la réponse que cette jeune m'a donnée. Quel risque avait-elle pris avec un selfie? Alors, la première hypothèse que j'avais, que peut-être vous avez en tête, c'est de se dire qu'elle était tellement omnibulée par elle-même lorsqu'elle a pris la photo d'elle-même, qu'elle était au bord d'un ravin ou d'un fossé ou près d'une autoroute, et donc, elle aurait peut-être pris un risque. Deuxième hypothèse que j'avais, c'était finalement, elle prend un selfie d'elle, qui n'est pas nécessairement un selfie parce qu'elle montre un peu plus de son corps qu'on le voudrait. Elle montre peut-être une image d'elle-même négative, éméchée après une soirée festive, qui pourrait atteindre à sa réputation. Et donc, elle aurait peut-être pris un risque. Et peut-être que derrière vos écrans, quand vous imaginez la suite de la réponse de cette jeune fille qui assure avoir pris un risque avec un selfie, vous vous dites qu'elle était dans une de ces situations. Moi, ça faisait déjà des années que je m'intéressais à cette question et ma machine d'interprétation était là. Et puis tout d'un coup, elle me répond, elle me dit, oui, j'ai pris un risque avec un selfie, la première fois que j'ai pris un selfie en public. Alors, si vous froncez les sourcils derrière vos écrans, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, puisque c'est un peu ce qui m'est arrivé. Euh, J'étais très surpris de prendre un selfie en public. Alors, je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et elle me dit, la première fois que j'ai pris un selfie en public, j'ai osé le faire devant mes amis, j'ai montré que j'avais autant de valeur qu'elle, et donc je me suis affirmé. Cet exemple est, à mon avis, très emblématique du problème qui se crée actuellement à l'ère du numérique. C'est-à-dire qu'évidemment, nous sommes tous, je pense, on le voit aujourd'hui, nous sommes tous connectés, nous avons un rapport aux technologies de l'information et de la communication, nous avons des pratiques numériques. Mais évidemment, les interprétations de ces pratiques diffèrent d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du monde adolescent et du monde adulte. Et comme vous le savez très bien, et ce n'est pas vrai que pour les pratiques numériques, lorsqu'il y a un mauvais diagnostic, lorsqu'il y a une mauvaise interprétation, alors nous nous mettons déjà en difficulté pour bien intervenir. Il faut bien il faut bien comprendre mon propos. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de risque et qu'il faut nier évidemment les amplifications et tous les phénomènes qu'on connaît et qu'on discute tout le temps lorsqu'on parle du numérique, mais de se dire que si on veut être efficace du point de vue de la prévention et de l'intervention, eh bien, il faut s'enquérir du sens réel qui est donné par les jeunes à leur pratique numérique. Et c'est un des défis, et c'est peut-être le plus grand défi actuellement, c'est de déplacer notre questionnement du dispositif technique vers le sens de ce qui est caché derrière leur pratique numérique. Ce n'est pas si évident parce que périodiquement, nous revenons toujours vers les conséquences, vers les conséquences, vers les conséquences,
alors que l'objectif serait de retourner toujours aux origines, aux origines, aux origines. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, à mon avis, déjà, pour bien comprendre le rapport aux espaces numériques et leur implication au 21e siècle? Et évidemment, aujourd'hui, j'ai choisi quelques éléments qu'on pourra discuter et on pourra aller plus loin pendant la période de questions. Je pense que la première chose à garder en tête, qu'on soit professionnel, mais aussi quand on accompagne des parents ou des équipes de professionnels qu'on aimerait sensibiliser à certains aspects des pratiques numériques, je pense que la première chose à rappeler, c'est qu'il y a un lien fort à l'adolescence entre formation de l'identité et usage du numérique. Et c'est peut-être une des particularités. Les manières de devenir adulte au 21e siècle sont spécifiques et ces manières de devenir adulte font en sorte qu'il y a un certain usage du numérique. Je vais le dire autrement, de façon un peu anachronique. S'il y a 150 ans, les réseaux sociaux étaient apparus, on peut imaginer qu'ils n'auraient pas été investis de la même manière que les jeunes d'aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle du devenir adulte au 21e siècle, on parle d'un mot, on utilise une expression qui revient sans cesse en sociologie et qui va sans doute vous parler. On dit qu'on devient adulte par expérimentation. Expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire, expérimentation? Ça a été évoqué dans les propos introductifs. Les jeunes sont face à un monde incertain, ils doivent prendre des décisions, ils font des choix, parfois difficiles. Et donc, on se retrouve face à des jeunes qui, de plus en plus, comme vous le savez, sont dans des formes d'incertitude. Alors, évidemment, peut-être que vous vous direz, ce n'est pas une grande nouveauté, mais ce qu'on voit, c'est que cette incertitude touche de plus en plus d'aspects de la vie contemporaine. Hein, c'est-à-dire que à l'incertitude, par exemple, professionnelle, personnelle, familiale, va s'ajouter aujourd'hui l'incertitude quant à l'orientation sexuelle ou même à l'identité de genre, pour prendre des exemples très à la mode actuellement. Autrement dit, ce sont des jeunes qui sont face à l'incertitude et pour répondre, eh bien, ils ont mis en place des stratégies d'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des tests, faire des essais, essayer différentes versions de moi-même, tester des manières d'être, des manières d'interagir, pour essayer de faire des choix et pour avancer tranquillement sur le chemin de l'autonomisation. Prenons un exemple très concret, la relation amoureuse. Parfois, lorsque je suis en direct devant une salle, je demande aux gens si leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents se sont rencontrés au bal du vendredi soir. Et comme par hasard, il y a toujours une très bonne partie des personnes qui lèvent la main dans la salle. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit en fait que pendant longtemps, il y avait des façons d'entrer en relation, il y avait des espaces dédiés, il y avait des modalités d'entrer en relation avec l'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des ados à qui on va dire, tu as un petit copain, tu as une petite copine, mais pourtant, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de modalité et ils sont dans l'expérimentation, expérimentation du rapport à l'autre. Comment draguer, comment rencontrer, qu'est-ce qu'un couple, etc., etc., etc. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça sur l'expérimentation? Vous comprenez rapidement que l'expérimentation touche l'ensemble des domaines de l'existence aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte ça? C'est tout simplement parce que ce que l'on voit, c'est que dans une société de l'expérimentation, vous n'allez pas attendre avant d'obtenir de la reconnaissance. Dans une société de l'expérimentation, à chaque fois que vous faites un test, vous avez très souvent besoin de l'avis d'un autre pour savoir si votre expérimentation est bonne ou mauvaise. Autrement dit, si vous n'êtes pas certain, par exemple, qu'est-ce qu'un garçon, qu'est-ce qu'une fille, eh bien peut-être que vous allez vous mettre à parler d'une certaine façon, peut-être que vous allez échanger des photos et vous vêtir d'une certaine façon. Mais sans rétroaction de la part des autres, vous ne pouvez pas faire des choix et vous positionner lentement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans la société de l'expérimentation, la sollicitation du regard de l'autre est devenue la norme. C'est-à-dire qu'à toutes les expérimentations, on va demander un avis extérieur, faire un test. Et comme par hasard,
Les réseaux sociaux ont été rapidement investis dès le départ, dès leur invention, sous ce signe. C'est-à-dire que vous avez finalement de jeunes ados qui font des expérimentations, qui testent des versions d'eux-mêmes et qui demandent l'avis des uns des autres. Et d'ailleurs, tous les réseaux sociaux utilisent les dispositifs de validation et d'invalidation. Un commentaire, un like, une flamme, etc., etc. Autant de moyens de montrer son avis, de faire une rétroaction. Autrement dit, si on n'était pas dans la société de l'expérimentation, probablement qu'on n'aurait pas la même façon euh, de voir les comportements ados de cette manière. Et d'ailleurs, vous voyez, les jeunes ados, lorsqu'ils grandissent, ils vont transformer leurs usages et tôt ou tard, ils vont finir par être dans des versions plus traditionnelles, au sens où ils vont exposer des statuts traditionnels, le couple et même le statut professionnel quand je les vois migrer sur des sites comme LinkedIn, lorsque je vois mes étudiants migrer, par exemple, sur des sites comme LinkedIn. Alors, l'expérimentation est au centre de cette culture numérique. Une question que j'aurais envie de vous poser, si vous êtes dans la société de l'expérimentation et donc que c'est une question que vous posez face à une incertitude, est-ce que vous allez attendre des mois avant d'avoir des retours extérieurs? Est-ce que vous allez attendre des semaines entières avant d'avoir le retour de quelqu'un? Hein, c'est l'exemple d'une jeune fille qui veut mettre sur sa photo, mettre une nouvelle photo de profil, mais qui est certaine, va produire sa photo, l'envoyer d'abord à sa meilleure amie par voie cachée, privée, pour avoir une rétroaction, pour ensuite la tester devant le regard des autres. L'image devient un intermédiaire. Alors, si cette jeune fille est vraiment dans une forme de questionnement sur l'image d'elle-même, est-ce qu'elle va attendre longtemps avant d'avoir une rétroaction? La réponse est non. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'instantanéité, la recherche d'instantanéité, est bien liée à la formation de l'identité et pas aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux rendent possible l'instantanéité, c'est-à-dire la mise en scène de soi avec la rétroaction dans le temps réel. Mais elles ne la créent pas, puisque ce qu'on voit, c'est que c'est des jeunes qui sont dans l'expérimentation qui vont utiliser ces formes d'instantanéité. Dans les entretiens qu'on fait, parfois on voit des jeunes qui sont à l'opposé, c'est-à-dire, ils vont nous dire, moi, je fais attendre les autres. Moi, je mets de la temporalité. Je vois qu'ils m'ont vu, ils voient qu'ils m'ont vu, je les fais attendre. Mes parents m'envoient des textos, je les fais attendre 2 heures avant de pouvoir de répondre. Et donc, ça, c'est une première chose qu'il faut garder en tête, c'est ce lien fort entre expérimentation et usage des réseaux sociaux et d'Internet, et vous verrez de beaucoup d'autres aspects des pratiques numériques. Ça veut dire que finalement, si on veut s'intéresser au rapport aux pratiques numériques, il faut prendre en question toujours ce lien avec la formation de l'identité. Toujours se dire qu'il y a peut-être un sens derrière les pratiques. Et ça, c'est un autre problème auquel on est confronté. Peut-être que vous-même, parfois, êtes confronté à ce problème ou vous rencontrez des gens dans vos pratiques professionnelles qui sont dans une espèce d'invalidation du sens. C'est-à-dire qu'ils vont partir du principe que les pratiques numériques des ados sont un peu dérisoires, sont un peu, parfois même de façon un peu méchante, niaises ou même débiles. Le problème, c'est que lorsque des adultes évoquent ce genre de posture, lorsqu'ils sont dans la décrédibilisation des pratiques numériques, eh bien, ils s'invalident eux-mêmes comme interlocuteurs potentiels. Imaginons qu'un ado trouve dans les jeux vidéo de la reconnaissance et se sent valorisé parce qu'il a des compétences et que c'est la raison pour laquelle il retourne en permanence vers ces jeux, puisqu'il peut discuter avec des gens qui le comprennent et dont il se sent compris. Si vous êtes face à un adulte qui dit en permanence que tout ce qui se passe dans les jeux vidéo, c'est dérisoire, voire
voire un peu con, pour le dire de façon triviale, eh bien, l'adulte se dévalorise lui-même comme interlocuteur potentiel. Et ça, c'est un des travaux à faire avec l'accompagnement, entre autres, des parents, de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont peut-être pas obligés d'aimer les pratiques numériques, mais de laisser le champ ouvert à la possibilité qu'il y a du sens et du sens pour des choses importantes. Alors, comment on peut faire pour accompagner nous-mêmes se poser la question de, mais finalement, quel est le sens? Comment sortir, j'ai envie de dire, de la première vision qu'on peut avoir de ces pratiques numériques pour finalement se poser des questions, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus efficientes du point de vue de la compréhension. Alors, évidemment, de moins en moins de personnes le font, je pense, mais si vous faites encore partie de ces personnes ou si vous rencontrez des gens que ça concerne, je pense qu'il faut absolument cesser de faire un clivage, j'ai envie de dire un clivage clair entre ce qui se passe dans les espaces numériques et ce qui se passe dans les espaces physiques. C'est-à-dire que si vous séparez les deux, vous risquez en permanence, finalement, de ne pas interroger justement le sens de ces pratiques. Je vais vous donner deux petits exemples. Le premier, c'est l'exemple, imaginez que vous avez une jeune fille ou un jeune garçon qui affiche publiquement sur son réseau social le fait qu'il a un nouveau petit copain ou une nouvelle petite copine. Affichage public, sur une story, sur un mur, par exemple. Vous avez cette personne qui dit, voilà, j'ai un nouveau petit copain, j'ai une nouvelle petite copine. Vous avez, par exemple, la meilleure amie ou le meilleur ami qui vient valider et faire un commentaire et pour dire publiquement, puisque là, on est sur une interface perçue par un certain nombre de personnes, qui vient dire publiquement, regardez, moi, je connais l'identité de cette personne qu'elle tient encore incognito. Et là, vous avez finalement la propriétaire de l'interface qui dit ben, allez, on va aller ensemble en parler en message privé ou en privé entre nous. Et là, on se dit mais pourquoi finalement ces personnes ont affiché publiquement ces relations alors que ben, finalement, ils finissent par aller en parler en privé? En fait, ce qu'on voit, c'est toujours un piège. Ici, on pourrait dire ben, c'est de l'affichage, tout simplement. Mais lorsqu'on fait des entretiens, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose très importante. On voit qu'il y a une norme chez les ados qui est très, très forte. Et cette norme, c'est de montrer qu'on a des relations significatives à partir d'un certain âge. Autrement dit, quand on est à la crèche, tout le monde est copain, tout le monde se fait des bisous, tout le monde est ami, mais en grandissant, les enfants et les adolescents commencent à faire un système de classification. Et lorsqu'on devient ado, de montrer qu'on a des relations spécifiques et qu'on fait la différence entre un petit copain, un meilleur ami et d'autres personnes, eh bien, ça devient un signe du grandir et un marqueur de l'appartenance au groupe des ados. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette situation? Si on revient à notre exemple, eh bien, on voit quelqu'un qui à la fois dit j'ai un petit copain ou une petite copine, mais aussi j'ai une meilleure amie avec qui j'ai des secrets et j'exclus les autres. Si on ne prend pas le temps de se poser la question de ce qui se cache dans ces relations, pas seulement affichage, mais aussi hors ligne, on ne peut pas en fait accéder au sens profond et on tombe, une fois de plus, dans des erreurs de diagnostic. Prenons un exemple un peu plus, j'ai envie de dire, qui peut être un peu plus problématique. Il y a quelques années, je rencontre un jeune, c'est un jeune Québécois cette fois-ci, un jeune Québécois qui me dit, il dit, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai déménagé et je me suis retrouvé dans une nouvelle école. Je faisais du skate avec des gens que je venais de rencontrer. Et puis, je découvre à un moment donné que mes nouveaux amis sont un peu délinquants. Et puis, un jour, le leader du groupe, je l'appelle le leader du groupe parce que le jeune me le décrit de cette façon, le leader du groupe a la bonne idée, après avoir trouvé un téléviseur abandonné dans les poubelles, de proposer au groupe de monter au sommet d'un immeuble et de le jeter en bas. Et évidemment, vendredi soir sera égayé par cette conduite à risque.
Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais quand on est arrivé au sommet de l'immeuble, le leader du groupe m'a dit, c'est toi qui vas jeter le téléviseur. Alors je lui dis, est-ce que tu l'as fait? Il baisse la tête et me dit oui. Je dis, pourquoi? Il dit, le leader du groupe a commencé à me filmer et il a dit, il a répété, c'est toi qui vas jeter le téléviseur. Et là, il me dit, mais je dis, oui, mais ça ne m'explique pas pourquoi tu le fais. Il dit, mais c'est assez simple. Si je ne le fais pas, j'ai l'air d'un con. Et si je le fais, j'ai l'air d'un con aussi. Alors là, une tension, je lui dis, mais con, c'est deux conneries différentes. Tu as choisi une connerie finalement. Il me dit oui, parce que il dit, si finalement je le fais pas, il a la preuve que je suis un froussard, que je suis un peureux. Et à l'époque, j'avais peur pour ma réputation, puisque je connaissais personne dans l'école. Mais il me dit ceci, il me dit, mais si je le fais, ce que j'ai fait finalement, si je le fais, eh bien j'ai la preuve, si l'image circule, que j'ai un complice. Ah oui, parce que si l'image circule, j'ai la preuve que j'ai un complice. Il y a d'autres personnes sur la vidéo, il y a quelqu'un qui a filmé, et donc je ne suis pas seul. Et donc, vous voyez, même ce qui se passe maintenant dans les espaces hors ligne, ont un rôle à jouer avec ce qui se passe en ligne, et vice-versa. Et donc, il faut toujours essayer de voir comment les deux s'imbriquent, puisque aujourd'hui, en sociologie, on va dire, il n'existe que des espaces hybrides. Tout à l'heure, dans l'introduction, dans les premiers propos introductifs, on a parlé d'information et je vais vous en dire quelques mots puisqu'il existe aussi un lien entre formation de l'identité, sens et recherche d'information à l'ère du numérique. Vous savez, de plus en plus, il y a des parents qui nous racontent des anecdotes du type vous avez un enfant à la maison, il fait un bricolage exceptionnel, et puis tout d'un coup, il dit, regarde, papa, maman, regarde mon super bricolage. Et là, certains parents nous disent, on découvre après qu'en fait, il ne l'a pas inventé puisqu'il a trouvé un tutoriel sur YouTube, Kids, et il s'est inspiré du tutoriel. Et là, l'enfant lui dit, regarde, je l'ai fait tout seul. Alors, le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait tout seul, évidemment, mais il se sert finalement de l'information trouvée sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour pouvoir gagner en reconnaissance. Il se construit finalement un savoir. Et ce savoir et cette information lui permet d'aller vers les autres et de dire, regarde, valide-moi, valorise-moi. Or, le problème, vous comprenez, c'est que certains jeunes vont surinvestir l'information comme étant finalement une façon de se valoriser. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes, en fait, pour qui c'est parfois la seule source de valorisation. Je me construis une vision du monde, je me construis une façon de concevoir les événements à force de m'informer. Et, et finalement, je brandis cette connaissance comme étant une possibilité d'être valorisé ou validé par les autres. Et vous comprendrez, bien entendu, que certaines personnes mal intentionnées peuvent utiliser cette particularité de la société de l'expérimentation. Je me construis un rapport à l'information et je trouve de la valorisation en disant, regardez ma conception du monde. Heureusement, comme on le sait, ce n'est pas la norme. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Qu'est-ce qu'on voit actuellement en termes de normes dans le rapport que ces jeunes ont à l'information? On va prendre un exemple, si vous me permettez, un exemple dont il faut parler, puisque c'est un exemple qui évidemment touche la plupart d'entre nous en tant que professionnels et parfois en tant que parents, c'est la question de la pornographie. Alors, la pornographie est une bonne façon de parler de la question de l'information, puisqu'elle nous permet de voir qu'est-ce qui se passe du point de vue de la norme. La norme, c'est de prendre une source d'information, quelle qu'elle soit, et de la recouper avec d'autres, c'est-à-dire de la mettre en perspective. Dans l'exemple de la pornographie, ce qu'on voit, c'est qu'elle va être utilisée comme une source d'information, mais la plupart du temps, les jeunes vont nous raconter qu'elle fait partie d'un faisceau d'informations. C'est-à-dire qu'on peut aussi écouter ce qu'un influenceur va dire. On peut aussi avoir des amis qui vont nous faire des commentaires.
notre petit copain, notre petite copine peut aussi nous faire des commentaires et des retours sur sa perception de la pornographie, mais aussi des sites officiels qui parfois vont être consultés. Et donc, la norme, c'est de mettre en perspective différentes sources d'informations, ici sur le sujet de la vie sexuelle et affective, et la pornographie va devenir une source d'information parmi d'autres. Évidemment, ce qu'on voit, c'est la capacité de la plupart de ces jeunes pour mettre à distance les images, hein. C'est-à-dire que, et autrement dit, la vérité de l'image sera relativisée. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, quand je faisais ma thèse, bon, plus que quelques années maintenant, je travaillais dans un numéro gratuit à destination des ados. Et un jour, un ado appelle, et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, du moins, je n'ai pas revérifié, peut-être que ça n'a pas changé, mais euh, les jeunes appelaient, nous insultaient et raccrochaient. Nous appelaient, nous insultaient et raccrochaient, et après 3 ou 4 fois, nous posaient une question. Et d'ailleurs, c'était à Strasbourg, et nos collègues de Paris et de Montréal vivaient exactement la même chose. Insulte, raccroché, et enfin une question. Un jour, un jeune me demande tout simplement, d'un coup, après m'avoir insulté 3 ou 4 fois, il me dit ceci: c'est vrai la pornographie? C'est vrai la pornographie. Alors, réponse: tu vas voir des films? Oui. Qu'est-ce que t'aimes? Des films d'action, des films d'horreur. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Bah non, il y a des choses qui sont vraies, mais bon, la plupart des choses sont fausses. Je dis voilà. Et vous savez, la façon que ce jeune a réagi, il a fait ah, ok, oui, oui, oui. Et il a raccroché par la suite. C'est une des parties de notre travail. Parfois, la rétroaction n'est pas, n'est pas visible comme on aimerait la voir. Tout ça pour dire que la mise en perspective de l'information et la mise à distance des images sont deux choses vraiment fondamentales dans la capacité à mettre à l'épreuve certaines sources d'informations qui sont critiquables. Mise en perspective, mise à distance des images, et on comprend rapidement que si c'est la norme, tous les jeunes ne sont pas à la même enseigne. D'où l'importance, vous avez bien compris aujourd'hui, d'où l'importance d'avoir aujourd'hui une parole structurante sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui puissent mettre des mots pour permettre à tous les jeunes d'avoir une parole qui mette un peu à distance ces différentes informations. Évidemment, on pourrait prendre d'autres exemples, mais celui-là permet de particulièrement bien l'illustrer. Je vois que le temps passe. Je vais quand même terminer peut-être avec un élément qui me semble important parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé beaucoup de pratiques numériques, des bonnes pratiques, et de comment on peut les concevoir, les interpréter, pour mieux finalement avoir une prise sur elles. Mais il y a aussi la question de la connexion, c'est-à-dire la bonne distance. Les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on fait? Mais aussi la bonne distance, la capacité de ces jeunes à mettre à distance les outils numériques, à prendre des pauses, à se mettre à l'extérieur, comme ça sera d'ailleurs traité dans un des ateliers chez les plus jeunes, travail qui est évidemment fondamental. Il y a une notion qu'on a discutée il y a déjà quelques années, c'est le pacte de connexion. Le pacte de connexion, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le contrat, plus ou moins explicite, que vous passez avec les personnes de votre entourage. Et ce contrat stipule la fréquence des échanges que vous attendez lorsque vous êtes à distance et surtout le délai de réponse acceptable. Et comme vous le savez, ces pactes de connexion, vous en avez avec vos conjoints-conjointes, avec vos amis, avec vos enfants, bien entendu, et avec peut-être aussi vos collègues. On se rend compte rapidement que le pacte de connexion n'est pas égal d'une personne à l'autre, mais il vient signifier et bien montrer la nature de la relation. Dans les pactes de connexion, qu'est-ce qu'on voit à l'adolescence? On voit deux choses. On voit finalement des jeunes qui vont se servir de ce pacte de connexion pour affirmer leur autonomie. C'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, qui vont se mettre à faire attendre leurs parents, qui nous disent en entretien, maintenant je suis un grand, mes parents vont attendre une réponse,
je leur parlerai quand je rentrerai le soir, je répondrai un peu plus tard. Mais vous avez aussi ceux qui, de l'autre bout du spectre, se retrouvent dans des situations où ils finissent par anticiper les craintes de leurs parents et mettre en place des stratégies pour leur envoyer des messages avant même que leurs parents puissent leur faire savoir qu'ils sont inquiets pour eux. Alors, le risque ici, et je terminerai avec cette petite anecdote qui pourra nous faire réfléchir aussi, euh, c'est qu'on voit de plus en plus que des parents vont avoir tendance à faire disparaître la parole au profit de la donnée. Exemple, une jeune rentre un jour, c'est ce qu'elle me raconte, hein. Elle me raconte qu'elle rentre après une soirée avec des amis, ils ont un peu bu, etc. Elle arrive en retard et ses parents l'attendent. Jusqu'à maintenant, rien de nouveau. Ses parents l'attendent et lorsqu'elle arrive, les parents se mettent à interroger leur jeune fille. Où t'étais? Qu'est-ce que tu fais? Des schémas que peut-être vous avez vous-même connus quand vous étiez ado. Mais la différence, c'est que les parents lui demandent son smartphone. Donne-nous ton smartphone. Vont dans le smartphone, vont fouiller dans les photos parce qu'ils savent que leur fille prend des photos des événements qu'elle vit et ils se mettent à interroger les photos. C'est qui lui? C'est quoi qu'il tient dans sa main? C'est une cigarette? Il y a beaucoup de bouteilles vides, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un déplacement du regard, une intrusion quelque part des parents. Et par la suite, lorsque j'ai demandé à cette jeune fille, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle dit, ben maintenant, quand je vais dans une soirée, je fais 2 albums photos. J'en fais un que je laisse dans mon téléphone pour mes parents. Et l'autre que j'envoie à mes amis, que je mets entre autres sur une story, ce qui est quelque chose d'un peu risqué. Et là, tout d'un coup, on découvre que finalement, la volonté éducative de ses parents, par une forme d'intrusion, mène cette jeune fille à diffuser des photos où on n'aimerait pas qu'elle les diffuse, puisqu'elle nous dit, pour être sûr de les sauvegarder, je les envoie à mes amis sur une story et ils peuvent les récupérer et en faire des screenshots pour que je puisse les garder. Et donc, vous voyez, le regard se déplace de l'espace de parole vers finalement du visuel. Mais évidemment, lorsqu'on passe à l'autre étape, c'est-à-dire par exemple la géolocalisation, eh bien, vous avez des situations semblables, c'est-à-dire où un jeune rentre à la maison, où il est interrogé, où on lui dit mais tu n'étais pas à ton cours de maths aujourd'hui, etc., ou à ta récup, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'échange de paroles. Il y a la donnée qui est prise comme étant une donnée froide, objective, et les jeunes qui nous font part de ce genre d'échanges, qui ne sont en fait plus des échanges, nous parlent surtout de la violence dont ils sont victimes. Et cette tentation parentale à remplacer la donnée, à remplacer pardon, la parole par la donnée est quelque chose sans doute à avoir à l'œil, puisque c'est une tendance qu'on voit de plus en plus s'installer avec certaines conséquences. Je vais conclure là-dessus pour qu'on ait quand même le temps un peu de peut-être d'échanger, de prendre quelques questions. Vous avez bien compris, l'idée n'est pas ici j'ai envie de dire, de nier les risques qui existent, mais de se poser la question de comment on peut nous-mêmes se réhabiliter comme interlocuteur potentiel et aider des parents et des professionnels à se réhabiliter comme étant interlocuteurs potentiels. Ce qui veut dire partir du principe qu'il y a du sens, et non seulement qu'il y a du sens, mais que ces pratiques sont souvent liées à la formation d'identité et donc à des questions qui sont fondamentales. Mais aussi, et c'était un peu l'objet du dernier point, c'est de s'inclure dans les réflexions. Pendant longtemps, on a parlé de culture numérique des ados et de culture numérique des adultes. Mais aujourd'hui, on voit apparaître quand même des cultures familiales numériques et de la connexion. Et donc, évidemment, tout ce qui permet non seulement d'aider les adolescents à réfléchir est intéressant, mais aussi d'amener les adultes et les accompagnants à réfléchir à de quel point ils sont modélisants dans leur manière d'utiliser les outils numériques. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vois que le temps passe et que le timing est serré, mais on pourra prendre quelques questions. Voilà. Merci à vous et merci de votre écoute. Merci beaucoup.
beaucoup, Monsieur Lachance, voilà, pour cette intervention très intéressante. Donc, on a sollicité l'ensemble des intervenants des participants, pardon, pour pouvoir poser leurs questions dans le chat. Donc, on en attend des questions afin de pouvoir vous les renvoyer. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser par écrit, merci de le faire afin qu'on puisse se prendre une dizaine de minutes de questions-réponses avec Jocelyn Lachance. Alors, nous avons une première question. Stéphanie et Pierre, je vous propose peut-être de poser cette première question. Voilà qu'on en attend d'autres en suivant. Oui, je vais me permettre effectivement de vous faire remonter une première question qui nous vient du département de l'Aude. Je ne comprends pas le lien entre la mise en distance du numérique par rapport à la connexion et la question de l'intrusion dans les données personnelles du smartphone, entre parenthèses, exemple des parents. Ah oui, désolé. Je pense que je suis passé un peu vite parce que je voyais que le temps passait. En fait, c'est que dans l'exemple que je donnais de cette jeune fille, vous avez finalement quelqu'un qui est connecté à ses parents à distance et qui laisse finalement ce temps de distance pour pouvoir revenir et raconter finalement son histoire, un peu comme nous, on l'a vécu quand on était plus jeune. Or, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle revient et qu'elle est en face à face, il y a encore une interposition du numérique. Et le numérique, finalement, ce sont les traces. Et donc, ce qui, moi, m'interroge actuellement, c'est qu'au cours des dernières années, on voit de plus en plus de parents qui vont utiliser les traces numériques pour questionner leurs enfants. Donc, ça, c'est la première, j'ai envie de dire, partie qui est encore acceptable d'une certaine façon, je pense, parce que de toute façon, il y a une possibilité pour ces jeunes. Oh, il y a un petit retour. Il y a une possibilité pour ces jeunes de pouvoir échanger, hein, dans l'exemple ou des photos. La jeune fille est prise un peu au dépourvu, mais il y a un échange. Et j'aimerais rappeler quand même que dans ces espèces de rituels d'aveu, euh, il y a un espace éducatif, en fait, parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les parents vont poser des questions, vont orienter un petit peu les réponses, vont savoir que l'adolescente ou l'adolescent ment ou en tout cas masque un peu la vérité, mais il se passe quelque chose d'important dans ces espaces puisqu'il y a on permet aux jeunes de sauver la face. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans le monde éducatif, c'est-à-dire que laisser l'espace nécessaire pour que l'adolescent ou l'adolescente puisse finalement intégrer la règle. Or, et là, je dirais que je suis passé un petit peu rapidement, lorsqu'on est dans l'exemple de la géolocalisation, on a des exemples semblables, mais cette fois-ci, évidemment, il n'y a plus d'interrogation et le jeune n'a plus de possibilité de broder un discours puisqu'il est confronté à des données brutes du type, regarde j'ai j'ai la preuve que tu n'étais pas à tel endroit, etc. Et lorsque ces données objectives et froides sont imposées dans l'échange avec les jeunes dans les entretiens nous disent qu'ils se taisent et que donc qu'ils assument comme ils disent, mais qu'ils le prennent avec beaucoup de violence. Alors, c'est dans ce sens qu'il y a un questionnement. Vous savez, il y a aussi des anecdotes qui sont remontées avec Pronote de plus en plus, puisque, comme vous le savez, il y a les traces numériques avec Pronote. Et il y a certains jeunes qui nous disent, mais parfois, mes parents ont été au courant avant moi de ma note. Et donc, ils nous racontent le même problème, c'est-à-dire qu'ils nous disent, en gros, je n'ai pas eu le temps de me préparer, je n'ai pas eu le temps d'élaborer une explication pour mes parents. Et donc, ils vivent le fait de se faire, par exemple, donner leur note, leur mauvaise note en l'occurrence, par leurs parents, comme une extrême violence. Et donc, cette tentation d'aller vers la donnée montre que ça met en mal un certain rapport dans l'échange et l'élaboration de discours chez les jeunes. Et là, on voit encore qu'il y a un lien fort entre, évidemment, ce que je disais tout à l'heure sur ce qui se passe en ligne et hors ligne. Nous avons une autre question qui vient d'arriver sur le chat, donc qui vient de Pierre-Étienne Vampouille.
Mais la société de l'expérimentation n'est-elle pas une réalité pour les adultes connectés aussi, et pas seulement des ados qui ont toujours expérimenté? Oui. Alors, évidemment, ça, c'est une question qu'on me pose évidemment souvent. En fait, ce qu'on voit quand même de manière normée, c'est qu'on voit qu'il va y avoir chez les adultes beaucoup plus d'affichage de statut, j'ai envie de dire, traditionnel. Vous prenez l'exemple de la parentalité. Hein, c'est-à-dire, vous faites un anniversaire avec vos enfants, vous mettez des photos, là, en l'occurrence, probablement plus sur Facebook. Et donc, il y a une exposition finalement de l'organisation de la fête, la parentalité, etc. Donc, on est plus sur des statuts professionnels. Ceci étant dit, on voit aussi des adultes qui vont être dans des espaces de transition et où ils vont être effectivement dans des logiques d'expérimentation. Donc, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire que de manière générale, ce qu'on voit, c'est beaucoup, beaucoup d'expérimentation chez les très jeunes. Quand je dis très jeunes, on est sur 10, 11, 12, 13 ans, et ça se transforme tranquillement parce qu'il y a quand même aussi une prise de recul par rapport à ces usages, et donc on est moins dans l'instantanéité. Et plus qu'on avance, plus qu'on voit finalement que c'est remplacé par l'exposition de statuts traditionnels, donc statut professionnel aussi. Mais effectivement, comme l'identité n'est jamais fixe au 21e siècle et que même les adultes sont dans des transformations, on peut voir aussi ce type de modèle apparaître ou réapparaître. Après, peut-être qu'il y a une autre chose que je n'ai pas dite, mais qui est important de se rappeler, c'est qu'on peut être très bien dans l'expérimentation sur le registre de la vie, par exemple, affective, et ne pas être dans l'expérimentation du point de vue professionnel. Et c'est ça qui complique les choses. C'est que c'est de plus en plus rare que les individus sont à la fois dans des formes de certitude sur l'ensemble, finalement, des registres de l'existence. Hein. On a une troisième question qui nous vient de la Haute-Garonne et qui est assez générique, hein, puisqu'elle comment accompagner les pratiques citoyennes? Les pratiques citoyennes. Alors là, je ne sais pas si tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de pratiques citoyennes, mais moi, une chose est certaine, c'est que je crois beaucoup euh, aux rituels de déconnexion. Et je vais expliquer ce que j'entends par rituel de déconnexion. J'en parlais dans le livre que j'ai écrit sur la famille connectée, justement. Euh, Parce que, et je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça, c'est que ce que je vois, c'est que lorsqu'on interroge des jeunes de 16, 17 ans, on voit en fait une espèce d'inégalité entre ceux qui justement sont dans des formes de déconnexion volontaire, ponctuelle, temporaire, c'est-à-dire cette capacité de mettre à distance les outils, et les autres qui se sentent un peu happés. Et là, c'est eux qui le vivent de cette façon, qui nous disent, ouais, c'est très, très épuisant finalement. Euh, donc, je crois que pour que des jeunes puissent mettre à distance plus facilement les technologies, mais aussi l'information, les images, les entretiens que je lis actuellement montrent comment, en fait, ces jeunes sont en permanence dans des modulations émotionnelles tout au long de la journée. Ils retournent sur leur smartphone, une info, une sollicitation, etc., etc. Et je pense que pour accompagner avant d'aller encore plus loin sur des choses plus précises, je pense qu'il faut donner une forme d'égalité à ces jeunes en termes de capacité de se déconnecter. Et les rituels de déconnexion faits en bas âge servent à ça. Alors, rituel de déconnexion, pour moi, ce n'est pas évidemment empêcher les jeunes de se connecter à tel moment, à telle heure, mais c'est plutôt de créer un espace et un temps en, en commun, adultes et jeunes, qui sera en quelque sorte sacralisé par la déconnexion. Mais comme j'aime à dire, cet espace ou ce temps, l'important ne serait pas en fait qu'il soit respecté, mais au contraire, que des personnes aient l'intention de transgresser, mais avec l'obligation d'expliquer. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites à la maison le rituel de déconnexion au repas, comme plusieurs le font, ce qui me semble intéressant, c'est de l'imposer comme règle, mais de dire, s'il y a des exceptions,
peut-être qu'il faudrait que vous nous expliquiez. Et là, c'est très intéressant parce que les retours d'expérience nous montrent que tout d'un coup, ben, papa qui dit qu'il y avait un appel important se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si urgent, mais qu'on se rend compte que par contre, il y a une relation importante qui est en train de se développer chez un des ados qui est autour de la table et que là, c'est un petit peu difficile de différer à ce moment. Donc, les rituels de déconnexion, à mon avis, s'ils sont faits en bas âge, vont permettre de plus en plus à des jeunes de ne pas aller jusqu'à l'hyperconnexion avant d'aller vers des pratiques de déconnexion. C'est-à-dire, quand je dis hyperconnexion, c'est des jeunes qui nous disent j'en pouvais plus et c'est à partir de ce moment-là que j'ai revu mes usages. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est obligé de laisser les jeunes aller jusqu'à sa limite, cette forme de limite, euh, au risque quand même, j'ai envie de dire des fois d'épuisement ou quand même de problèmes, quand même un peu de fatigue, etc. Je pense qu'on peut instaurer déjà cette possibilité dans le quotidien des jeunes, mais évidemment très tôt. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors du coup, je vais partager mon écran. J'ai un petit support. Vous le voyez là, Marianne, c'est OK? Parce que moi, je ne vous vois plus du coup. Oui, c'est Oui, bon. je crois. Donc du coup, je vais vous présenter les résultats de cette enquête que nous avons menée donc en lien avec le CRAGEP et le CRI. L'idée, c'était pas d'être exhaustif sur les actions, mais c'était bien d'avoir voilà, un retour sur des initiatives locales prises, donc soit par les points information jeunesse, soit par les associations d'éducation populaire, soit par les SDJES, les services départementaux jeunesse, engagement, sport, sur ces actions éducation citoyenne au numérique. Donc, l'idée de... Donc, on a... Pardon, excusez-moi, je passe la diapo suivante. Donc, cette enquête, elle est restée en ligne entre fin août et fin septembre. C'était vraiment l'idée d'une enquête flash, vraiment pas d'un recensement exhaustif. Donc, comme je le disais, auprès des structures info jeunesse, éducation populaire et SDJES, avec l'objectif de recenser les initiatives en essayant d'avoir des informations sur les modalités de mise en œuvre, les types d'actions, les publics ciblés, le temps de déroulement de l'action. Pouvoir identifier les freins et les difficultés des structures qui mettent en place ces actions et éventuellement des besoins en formation pour pouvoir, voilà, au sein de notre réseau CRAGEP, CRI, DRAGES, proposer des temps d'échange de pratiques ultérieures. Donc, on a eu 53 retours de structures avec 2/3 des structures qui mettent en place des actions. On voulait aussi avoir le retour en fait, des structures qui n'en mettaient pas en place pour voir un peu quels étaient leurs freins. En fait, c'est soit que les structures n'ont pas c'est pas une priorité pour la structure au jour d'aujourd'hui, soit elles manquent d'outillage et de formation notamment. Donc, en tout, sur ces 53 retours, on a eu 50 actions décrites plus en détail. Du coup, sur les thématiques de ces actions, là, je vous ai un peu, j'ai vraiment fait du copier-coller sur l'écran, si je puis dire. Il n'y a aucun comment dire, signe distinctif sur les couleurs. C'était vraiment pour donner du relief en fait à cette liste. Donc, ce qui ressort par rapport aux thématiques, on est vraiment sur de la sensibilisation, information autour de l'utilisation des réseaux sociaux. Autour de tout ce qui est prévention sur l'identité numérique, la protection des données personnelles, comment sécuriser ses comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi toute la partie sur la désinformation, la vigilance par rapport aux fake news, comment décoder l'information. On a toute une partie aussi des actions qui sont en lien sur la prévention par rapport au harcèlement numérique et au cyberharcèlement. On a aussi quelques actions qui concernent la parentalité numérique et également tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Sur les types de publics, du coup, on posait la question, c'était des items assez normés, donc la grande partie des actions concernent les enfants ou les jeunes, un peu moins les acteurs éducatifs, et on a quand même une action sur 5 qui s'adresse et aux jeunes et aux acteurs éducatifs. Par rapport aux tranches d'âge, on est vraiment, pour la majeure partie des actions sur le public des 16-29 ans.
donc ados, jeunes adultes. Et on a là également une action sur 5 qui peut concerner plusieurs tranches d'âge. Sur les temps de l'action, du coup, on est à la fois sur l'extrascolaire et le scolaire, un peu moins sur le temps périscolaire, mais on a aussi à peu près un tiers des actions qui peuvent se passer sur les 3 temps. Que ce soit donc une même action peut se passer sur le temps scolaire, le temps périscolaire ou l'extrascolaire. Par rapport à la mise en œuvre des actions, donc on a 60% des actions qui peuvent avoir lieu plusieurs fois dans l'année, et ce ne sont pas que des actions ponctuelles. La majeure partie se font en présentiel, et on est plus sur de la sensibilisation à l'information que de la formation pure. Et concernant la forme de ces actions, on est en grande partie sur des formes d'ateliers que j'ai décrits au-dessous, ou bien sous la forme de jeux. Donc ces ateliers, ils peuvent être à la fois, on y a inclus tout ce qui est conférences ou stands animés par des professionnels dans le cadre de collèges, par exemple. On a aussi toute une forme d'actions qui peuvent se passer sous forme de temps d'échange ou de théâtre-forum, de débats mouvants. Les supports vidéo où on a des structures qui accompagnent les jeunes sur du tournage de courts-métrages où on sensibilise les jeunes à certaines de ces thématiques, la réalisation de podcasts, la radio bien évidemment, parce qu'on aura du coup dans les présentations d'actions après, je crois 2 actions en lien avec le support radio. Les jeux, donc c'est vraiment un support intéressant pour ce type d'action. Donc là, je vous ai listé un peu les jeux qui sont ressortis dans les exemples donnés. On a aussi, donc je vous laisse les liens, comme ça vous pourrez aller les voir en ligne. Il y a aussi donc le vrai du faux, et ceci n'est pas un cahier de vacances, qui est issu du réseau Info Jeunesse. Et on a aussi l'exemple d'un séjour de vacances numérique où en fait c'était des collégiens qui pouvaient avoir accès à un séjour de vacances avec toute une série d'ateliers en lien avec le numérique. Et je vous ai également mis tous les supports ressources qui ont pu ressortir. Bon, il y a les promeneurs du net, mais la plateforme en ligne Acamédia des CMA, Tralalalaler, et le site Eric32, donc qui est développé par Info Jeunesse dans le Gers, et qui contient beaucoup de ressources en lien avec l'éducation et la citoyenneté. Concernant les actions, les structures, en fait, on leur demandait si elles étaient seules à porter l'action ou pas. Donc, pour 2 tiers d'entre elles, elles portent l'action seules. Et sinon, je vous ai indiqué les partenaires qui revenaient de manière récurrente dans les réponses. Donc, on a soit des associations locales spécialisées dans le numérique, il y a les promeneurs du net, et des maisons des ados. On a la police municipale aussi qui peut intervenir sur certaines actions dans certains départements. Bien sûr, les établissements scolaires qui ouvrent leurs portes donc, pour la mise en place de ces actions auprès des jeunes. La CAF qui est un partenaire financier aussi. On a aussi tout ce qui concerne les programmes de réussite éducative, les liens avec les chefs de projet politique de la ville sur certains quartiers, les collectivités locales, le réseau des CRIJ-BIJ, Tralalaler qui revient, et j'ai noté aussi le lien avec la DRAC et la MSA où on a des appels à projets spécifiques. Et la MSA, en fait, c'est plus sur le lien à la parentalité, qui fait qu'il y a des actions qui ont pu se développer sur parentalité et numérique. Et enfin, j'en viens à la dernière partie de notre enquête qui portait sur les difficultés ou manque de moyens repérés. Donc là, sur le petit diagramme que vous voyez, c'est vraiment la surface est proportionnelle au nombre d'occurrences dans les réponses qu'on avait. Donc le manque de moyens financiers apparaît vraiment en premier manque, première difficulté. Sur la droite de l'écran, vous pouvez voir les verbatims en fait, qui étaient associés à ces différentes difficultés. Donc sur le manque de moyens, on avait le fait qu'il n'y a pas de subvention ciblée sur cette thématique, qu'il pourrait y avoir l'idée d'un appel à projet dédié à cette thématique pour faire venir appuyer de manière plus importante ces actions. La question des coûts à l'abonnement à certains supports numériques était
a été soulevé. Ensuite, on a des difficultés qui peuvent être internes à la structure, donc qui sont ressorties également, où on a un manque de formation des collaborateurs ou des gens qui ne se sentent pas concernés, ou une compréhension du sens de la démarche qui n'est pas, qui a du mal à tenir au long cours en fait au sein des équipes. On a donc bien évidemment aussi, enfin je dis bien évidemment parce qu'on le rencontre tous, le manque de temps pour développer ces actions, mais aussi un manque de temps de veille et d'actualisation qui est ressorti. Et on avait aussi des difficultés liées à ce que j'ai classé dans les difficultés liées à l'environnement externe, c'est-à-dire qui ne dépendent ni de la structure, ni des finances, ni des acteurs locaux, mais plus la question de la disparité d'accès au réseau Internet pour les jeunes, la disparité aussi dans l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes et les moins jeunes, et la sensibilisation des instances hiérarchiques dans les établissements scolaires pour déployer l'action. Où là, on avait des structures qui pourraient développer leur action dans plusieurs établissements, mais qui se retrouvent freinés par rapport à cette question-là. Sur les besoins en formation, en fait, il n'y en est pas ressorti tant que ça, parce que beaucoup de structures sont appuyées par leur réseau, tels que la Ligue de l'enseignement, les CMA, où on l'a vu aussi dans le réseau Information Jeunesse, il y a des choses qui sont faites au sein de chaque réseau et qui peuvent être vraiment dupliqué au sein des structures. Et par contre, ce qui pouvait ressortir, c'est tout ce qui est cyberharcèlement, intelligence artificielle et la question du besoin d'échange de pratiques. Donc, du coup, j'en ai fini sur le... Merci pour cette présentation. Tu m'entends, Estelle? C'est bon? Oui. Bon, merci beaucoup. Donc, on n'avait pas prévu forcément de temps d'échange, hein, c'était plus voilà, un format présentation. On reviendra sur un certain nombre de points qui sont posés concernant les besoins des acteurs dans le quiz donc à la fin de ce webinaire. Donc là, on va effectivement passer à la phase atelier. Voilà, vous recevrez un mail avec tous les éléments et les supports également de présentation. Je tiens vraiment à remercier voilà, les 6 représentants de structures voilà, qui ont pu animer ces ateliers et voilà, de leur mobilisation aujourd'hui, voilà, qu'on demandait voilà, pour certains d'entre eux vraiment voilà, une installation technique, hein, je pense avec voilà, importante. Voilà. Donc merci à vous. Donc avant que voilà que l'ensemble des participants ne partent, je tenais également aussi à remercier Jocelyn Lachance vraiment de sa présence, de son intervention aujourd'hui. Et voilà, donc merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère voilà, que votre participation vous a convenu également aujourd'hui. Et par ailleurs, donc, je vais donc passer la parole à Stéphane peut-être pour les premiers propos de conclusion et je reprendrai après par la suite si tu le souhaites. Bah, très rapidement, hein, parce qu'en effet, il est peut-être un petit peu tard pour passer comme ça subitement d'un échange sans doute plus passionnant. Donc, je vais faire très très court. Moi, je voulais simplement dire que d'abord, je féliciter le CRAGEP, enfin, pour ce que vous avez mis en place aujourd'hui. C'est pas évident, c'était un pari, une grosse frustration certainement pour tout le monde, et moi le premier d'être sur un atelier, de louper de 5 autres. Donc l'intention est bien pour tout le monde d'avoir des ressources en ligne après, mais d'avoir enclenché quelque chose qui permette de rebondir. Donc dans ce cadre-là, on a à la Dragès comment dire, solliciter l'ensemble des acteurs institutionnels au niveau régional pour réfléchir en commun à tout ce qui pouvait se faire comme ressources partagées, comme mise en commun d'actions ou de soutien aux actions. Je pense précisément, mais sans doute en oubliant, pardon par avance, mais la DRAN, bien sûr, la Direction régionale académique au numérique,
les CLEMI qui sont sur chaque rectorat en charge du suivi de l'information aux médias, le réseau Canopé également. Alors, le CRAGEP et le CRIGE, évidemment, puisqu'on était ensemble ici aujourd'hui, mais la DRAC qu'on souhaite aussi pouvoir impliquer dans ce collectif régional, on va dire, et divers partenaires associatifs ou institutionnels qui sont à venir, dans l'idée de construire donc une potentielle base de ressources partagées, des initiatives et pour accompagner les territoires qui seraient susceptibles d'être intéressés soit par des compétences, soit par de la mise en activité ou en action auprès d'un public. Sur ces moyens, c'est peut-être un séminaire en 2024 ou en 2025, comme on a pu le faire en 2021. On a en fait trois grandes attentions, trois grands points d'attention, quoi. D'une part, c'est le lien entre ce qu'on appelle l'éducation formelle, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans le cadre scolaire et sur lequel les enseignants, les politiques d'établissement et le ministère, mais aussi les moyens actuellement par rapport au numérique et aux évolutions que cette technologie entraîne dans la société, comme Monsieur Lachance nous l'a exprimé tout à l'heure, c'est très vrai. Tous ces usages, ils sont aussi liés à ce qu'il évoquait comme étant la situation contemporaine, quoi, de notre actualité, avec cette société de l'incertitude, de l'effet de grossissement de tout ce qui peut être même presque angoissant parfois par la diffusion sans cesse la surabondance de l'information, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer pour chacun. Donc, c'est aussi des choses qui s'apprennent. Et donc, l'éducation formelle et l'éducation dite non formelle, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans le cadre associatif, dans le cadre citoyen, de l'action citoyenne, nous paraît importante à la fois sur la maîtrise des outils, c'est-à-dire la connaissance, ne pas être l'esclave des outils, mais bien maître de ces outils, pouvoir ensemble repérer les bons usages, hein, c'est-à-dire de tout outil, on peut faire un bon usage ou un mauvais usage. Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler quand même sur les bonnes pratiques, c'est permettre de faire émerger des analyses de mise en usage de ces outils. Et enfin, l'atelier sur lequel j'étais tout à l'heure évoquait la question des seniors. Il nous semble en effet que comme c'est un sujet de société, c'est un phénomène de société, le numérique, eh bien, il intéresse très prioritairement les jeunes, bien évidemment, mais pas que les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien l'ensemble de la société qui est impliquée dans cette affaire. Alors, pour les réseaux associatifs qui travaillent sur les loisirs éducatifs, notamment, bien sûr, les premiers adultes concernés sont les encadrants. Et l'enquête que Estelle nous a présentée tout à l'heure le fait apparaître. Mais c'est aussi les parents. C'est tout le travail que fait la DRAN avec le CRIGE sur les territoires numériques éducatifs. Et puis, c'est l'ensemble de la population, en fait, jusqu'aux seniors, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, voilà, merci encore une fois au CRAGEP pour cette mise en place de conférences. Avec l'engagement commun que nous avons pris de pouvoir en diffuser les ressources. Ça ne se fera pas tout de suite parce que je sais que c'est un gros travail. Donc, d'ici, je ne sais pas, on n'a pas encore exactement calé de date, mais ça sera en début de l'année 2024, sans doute d'ici le mois de mars, ou je ne sais pas exactement, mais enfin, on verra comment. Tu nous diras peut-être, Marianne, toi, en conclusion, comment vous comptez gérer ça. Mais voilà, merci encore et en espérant de nouvelles rencontres prochainement et régulièrement, en tous les cas, sur le sujet. Merci. On va conclure, hein, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Moi, je tenais vraiment à remercier
Donc l'ensemble des partenaires ont permis effectivement la réalisation de cette webconférence qui clôture un cycle pour le CRAGEP cette année. Donc bien entendu la Drages Occitanie, le CRIJ Occitanie également, donc Pierre et Jean-Pierre également, voilà, de leur implication en tout cas, voilà, dans ce groupe de pilotage aux côtés de la Drages et du CRAGEP. Et puis je tiens également à remercier particulièrement, voilà, l'ensemble des associations d'éducation populaire qui se sont mobilisées aussi aujourd'hui, l'ensemble des porteurs, des animateurs, hein, des actions qui vous ont été présentées. Donc voilà, je les remercie vraiment beaucoup. Et puis bien sûr, je remercie Jocelyn Lachance, voilà, encore une fois, voilà, de son intervention, de la qualité de son intervention, et on vous mettra, comme je le disais tout à l'heure, toute cette ressource à disposition très prochainement. On a loupé un petit temps, c'est celui effectivement sur le recueil de vos besoins. Donc on vous adressera un petit questionnaire aussi, voilà, pour vous interroger sur les besoins, les ressources éventuelles dont vous auriez besoin, voilà, pour déployer, développer vos actions autour du numérique éducatif. Donc ça, on s'engage aussi à le faire. Et cette contribution-là, ça pourra effectivement être un bon objet de travail pour le groupe régional numérique qu'évoquait Stéphane tout à l'heure. Voilà, puisqu'on pourra repartir aussi de vos besoins pour pouvoir travailler ensemble sur des pistes d'action. Voilà, donc merci à vous vraiment de votre contribution. Merci à l'ensemble des participants qui ont été nombreux et voilà, à ceux qui restent jusqu'à la fin. Donc voilà, on vous envoie tout ça très très prochainement. Merci à vous. Merci et bonne soirée.